Une première table ronde qui va vous présenter, on parle beaucoup d'écosystème, alors ça reste encore très abstrait, mais ça deviendra moins dans un instant, avec la première table ronde, excusez-moi, je défile mon petit programme, la table ronde numéro 1, pourquoi et surtout comment valoriser ses travaux de recherche quand on est doctorant, le point de vue du doctorant et le point de vue du directeur ou de la directrice de thèse, car ça se compose souvent à deux. Donc j'appelle sur scène Emmanuel Vincent, Mauricio Camargo, Charlène Collet, Chloé Franou, Yamina Belabassi et Mounir Tarek. Merci à tous. Vous avez des micros, je l'espère, vous avez des chaises, donc la scène est à vous. Je pense qu'on va vous enlever la table dans un instant, et si ce n'est pas le cas, je le ferai moi-même. On va vous entendre pour une trentaine de minutes. Merci, merci à vous. Alors, bonjour à tous, merci d'être là. Merci à BPI de nous donner l'opportunité de parler de valorisation. Pour des acteurs qui sont importants dans le domaine de la recherche, puisqu'on va parler des doctorants. On va leur laisser nous partager leur retour d'expérience et leur témoignage de la manière dont ils s'emparent de la valorisation de leurs travaux de recherche. Alors, on est parti pour 30 minutes. Donc, ce que je vous propose déjà, c'est... déjà, on va se présenter au fur et à mesure pour ne pas prendre trop de temps. Et on propose de conserver 5 minutes en fin d'intervention pour les questions-réponses. Donc, voilà. Donc je commence. Donc Yamina Belabassi, je suis en charge des relations extérieures au sein de la SAT Science. Donc j'aurai l'occasion de présenter plus en détail ce qu'est la SAT et ce que fait Science. Je vais donner la parole au fur et à mesure à nos intervenants, que je remercie déjà tous. Donc nos directeurs de thèse, nos doctorantes et Mounir tout à l'heure qui, en tant que co-animateur, assurera la conclusion de cette table ronde. Je vais déjà sur la thématique. Alors, on a souhaité en fait consacrer le sujet de la manière suivante. Pourquoi et comment valoriser ces travaux de recherche quand on est doctorant? Et donc l'idée, c'est d'avoir le point de vue du doctorant et le point de vue des directeurs de thèse. Donc on a réuni deux doctorantes, deux directeurs de thèse qui vont nous partager leur retour d'expérience. Et on a souhaité en fait placer ce sujet dans le contexte d'une étude qui a été réalisée en 2020 par BPI France et PhD Talent, qui a interrogé 1700 jeunes chercheurs donc pour connaître leur rapport à l'entrepreneuriat deep tech et plus globalement à la perspective de valoriser leurs travaux de recherche via la création d'entreprises ou la co-création de start-up. Alors, il en est ressorti deux éléments et c'est ça que je vais mettre au milieu du sujet et sur lesquels je vais vous demander donc à tour de rôle de réagir. Alors, le premier élément qui nous a interpellés, c'est que déjà près de 70% des jeunes chercheurs indiquent que la valorisation de leurs travaux est une mission clairement assimilée. Donc c'est plutôt encourageant. Vous nous direz ce que vous en pensez. En revanche, l'autre élément qui est ressorti, c'est que seulement 20% en fait, des répondants, des jeunes chercheurs, se sentent encouragés par leur environnement de recherche. Donc j'ouvre la parenthèse, l'environnement de recherche, c'est directeur de thèse, c'est le laboratoire, l'université. Donc voilà un petit peu les éléments qu'on met au centre du débat. Et ce qu'on vous propose, c'est que à tour de rôle, de vous exprimer, de vous partager vos retours d'expérience et ce que suscite en vous ces éléments. Alors on va commencer par Chloé. Donc, Chloé Franou. Ouais, je ne sais pas si... Oui, ça marche. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Chloé, je suis doctorante en 3e année. Je travaille sur l'influence du frottement dans les procédés d'hyperdéformation. Donc, c'est de la recherche complètement fondamentale. Et j'ai eu l'opportunité de développer un brevet puisque j'ai développé un nouveau banc d'essai. Enfin, j'ai amélioré un banc d'essai. Et mon directeur de thèse travaille énormément avec des thèses CIFRE, principalement avec Safran.
et donc a eu l'habitude de mettre en place et de développer des brevets. Donc il m'a proposé de breveter le nouveau banc qu'on a développé. Alors, juste peut-être pour rappeler que vous êtes doctorante au sein du laboratoire LEM3. Oui. Voilà, donc déjà peut-être pour resituer, Oui, voilà, donc on a la chance d'avoir une doctorante dans un autre domaine, donc autre question, c'est quelles étaient vos motivations? Donc vous dites que vous avez été encouragé par votre directeur de thèse, mais vous, comment vous vous positionnez par rapport à ce sujet? Par rapport au fait de breveter le banc, je trouvais que c'était quand même assez important de montrer qu'en tant que chercheur, on pouvait aussi développer des nouveaux procédés qui pouvaient être après peut-être industrialisés. Et également, le problème, c'est que si on publiait avant de faire le brevet, on perdait tous les droits sur ce nouveau banc. Donc c'était important de d'abord faire le brevet pour pouvoir ensuite rédiger un article dessus et publier par la suite. D'accord. Donc vous avez été accompagné par Science dans cette démarche. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, donc j'ai réussi à avoir j'ai eu les coordonnées par le LEM3 et ils m'ont guidée tout le long du développement du brevet. On a fait plusieurs réunions. Mon directeur de thèse m'a accompagné tout le long de la rédaction et actuellement il est accepté. Enfin, il est en dépôt et voilà, il va bientôt passer. D'accord. Donc en fait, vous avez goûté à la valorisation, enfin déjà ou en brevetant. Du coup, est-ce que dans votre carrière, vous envisagez de créer une entreprise ou comment vous projetez donc déjà? Pour l'instant, je suis en dernière année, donc je viens juste de commencer ma dernière année de thèse. Je commence tout doucement à rédiger et j'avoue que je ne me projette pas aussi loin. Je ne pense pas je n'ai pas d'idée de création d'entreprise pour l'instant, mais je pense que le fait de l'avoir fait une fois permet de se rendre compte de tout ce qui est brevetable par la suite lorsqu'on continue à développer des choses dans le cadre de la recherche, dans le cadre du laboratoire. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut promouvoir. Très bien. Donc, on va passer maintenant au point de vue d'un directeur de thèse. Alors, donc Maurizio, donc vous êtes directeur de thèse et aussi directeur du laboratoire RP. Voilà, je suis directeur du laboratoire RP, qui est un laboratoire qui est interdisciplinaire en sciences de l'ingénieur et qui est spécialisé dans les processus d'innovation. Donc, on accompagne les processus, les objets d'innovation, mais aussi les processus d'innovation. Donc forcément, on est dans la valorisation de la recherche, puisqu'on parle d'innovation lorsqu'on arrive à valoriser ce qu'on réalise en recherche. Donc la valorisation, c'est l'objet de vos recherches, mais au-delà d'en faire un objet, comment est-ce que vous, en tant que directeur de thèse, vous considérez ce sujet et comment vous l'adressez vis-à-vis de vos doctorants? On essaye d'être attentif à des différents projets. Il y a différents types de valorisation et l'on montre les nombres des startups qu'on a créées au labo, que ce soit des points de vue des méthodologies, parce que des fois on pense, comme Chloé qui a fait un bon essai, ça c'est des choses qui peuvent être valorisables. Ça peut être un objet, mais ça peut être aussi une méthodologie qui donne lieu à une activité entrepreneuriale. Donc on se doit d'être attentif quand on accompagne les doctorants pour identifier des signaux dont on lui aussi, parce que ça doit être une démarche qui est volontaire, mais pour l'accompagner, l'adresser à des interlocuteurs. C'est pour ça qu'on travaille de main dans la main avec l'incubateur Lorrain, les piles, et je pense que passage entre les différents acteurs de l'écosystème, c'est une condition nécessaire. Très bien, donc je comprends que vous encouragez, vous libérez Absolument. du temps aux doctorants pour qu'ils puissent s'engager dans ces démarches. Et on les accompagne. Oui, et vous les accompagnez. Voilà, tout à fait. D'accord. Très bien, merci. Donc on va passer à un autre témoignage. On vous fera réagir après peut-être plus globalement et sûrement avec la salle, parce que je m'imagine qu'il y aura plusieurs questions. Donc Charlène, maintenant à vous. Alors donc vous êtes aujourd'hui doctorante. Je vous laisserai vous présenter en détail. Et donc vous êtes doctorante. Vous portez aussi un projet entrepreneurial. Donc je vais vous laisser vous présenter, nous parler de votre projet. Merci, bonjour à tous. Alors effectivement, je suis doctorante en droit de la santé à l'Université de Lorraine, à l'Institut François Génie. Et je porte par ailleurs effectivement depuis bientôt un an maintenant un projet entrepreneurial
Alors, j'étais pas destinée à porter ce projet, à me lancer dans l'entrepreneuriat initialement. Et en fait, il se trouve que c'était assez frustrant pour moi, dans le cadre de mes travaux de recherche, de ne pas pouvoir proposer de solutions plus concrètes au-delà du cadre universitaire, sachant que je travaille du coup sur la désertification médicale. Et effectivement, au-delà de ces travaux universitaires, voir la problématique, en comprendre les enjeux et ne pas pouvoir de proposer de dispositifs innovants pour les acteurs du système de santé était une frustration. Et du coup, j'ai essayé de dépasser cette frustration pour me rapprocher notamment de l'incubateur Lorrain qui m'accompagne aujourd'hui pour tenter de développer ce projet. Ok, donc aujourd'hui, donc vous êtes doctorante et vous portez votre projet. Comment est-ce que vous conciliez ou vous réconciliez les deux sujets? Effectivement, c'est pas évident de prime abord. Je pense surtout aux sciences sociales. On n'est pas forcément poussé vers l'entrepreneuriat. Et ça se comprend également dans le sens où c'est vrai que ce sont deux activités qui sont extrêmement exigeantes, qui demandent énormément de temps. Et certainement dans les laboratoires, le fait de se dégager du temps justement pour l'entrepreneuriat, c'est du temps en moins pour la recherche. Donc c'est un petit peu déstabilisant parfois pour nos directeurs de thèse. Et puis finalement, petit à petit, je parle de mon expérience personnelle, eh bien, il y a cet intérêt qui naît de la part aussi de mes directeurs, qui comprennent finalement ma démarche vis-à-vis notamment d'une stimulation. Voilà, je suis davantage heureuse d'être aujourd'hui doctorante parce que aussi j'ai cette casquette du coup de porteuse de projet. Alors au niveau de la répartition des travaux, c'est pas simple. Ça demande une organisation particulière, notamment du fait que la thèse ne peut pas être lâchée pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois pour se consacrer à l'entrepreneuriat, et l'entrepreneuriat ne peut pas être lâché plusieurs semaines ou plusieurs mois pour se consacrer sur les travaux de recherche. Donc finalement, c'est une organisation quotidienne de l'entrepreneuriat et de la thèse au quotidien. Voilà. Merci. On vous laissera ensuite peut-être répondre à des questions de la salle. On va passer à notre avis, un autre point de vue, un autre retour d'expérience. Emmanuel, donc vous voulez nous partager votre expérience, vous en tant que directeur, également directeur de thèse. Quelle est votre position? Comment vous soutenez vos doctorants aussi vis-à-vis de cette démarche? Oui, donc moi mes recherches sont dans le domaine des interfaces vocales, donc c'est un domaine naturellement appliqué et on a toujours cherché à valoriser économiquement nos travaux. Ça passe assez souvent par des tests CIFRE ou des partenariats industriels. Et puis depuis quelques années, on constate qu'il y a une vraie envie de nos doctorants d'aller vers l'entrepreneuriat. Donc on travaille là-dessus avec notre service transfert innovation partenariat, et puis on a un dispositif à INRIA, donc je suis chercheur à INRIA, j'ai oublié de le dire, qui s'appelle INRIA Startup Studio et qui accompagne spécifiquement les créations d'entreprises dans le domaine des sciences du numérique. Donc pour parler concrètement, en fait aujourd'hui 3 de mes anciens doctorants sont porteurs de projets dans ce dispositif. Et à part pour l'un d'entre eux qui a toujours su qu'il voulait être entrepreneur, les autres, c'est venu au cours de la thèse, en discutant en particulier avec celui qui l'a toujours su. C'est comme ça que l'envie est venue. Donc nous, en tant que directeur de thèse, je pense que c'est important pour nous que les doctorants fassent ce qu'ils veulent. Donc on les pousse ni dans un sens ni dans l'autre, mais on entretient un esprit qui est ouvert à toutes les possibilités. Et évidemment, on a libéré du temps pour qu'ils puissent venir à des événements tels que celui-ci, mais aussi pour qu'ils puissent, vers les 6 derniers mois de thèse à peu près, commencer à préparer le dossier pour entrer dans ce dispositif Startup Studio, et également pour l'un d'entre eux, le dossier du concours iPhD, qui a un investissement important, et il a obtenu un des grands prix du concours iPhD. Donc on était très très contents pour lui, et puis aujourd'hui les 3 projets, tout va bien, et voilà, j'espère qu'ils vont créer leur entreprise et que ça va être un franc succès.
C'est tout le mal qu'on leur souhaite. En fait, donc par rapport au principe de concilier, vous en tant que directeur de thèse, donc comment est-ce que voilà vous les soutenez, comment vous les accompagnez effectivement par rapport à ce point-là? Alors, en fait, comme ça a été dit, hein, à la fois un projet d'entreprise et une thèse, ça prend beaucoup de temps, c'est un travail à plein temps. Donc, il faut arriver à concilier les deux. Je pense que c'est pas raisonnable de lâcher totalement l'un pour l'autre. Donc, on gère ça au jour le jour, en fait, hein, comme vous avez dit. Et puis là, aujourd'hui, dans le dispositif Startup Studio, je continue toujours de les suivre tous les trois à différents degrés. Il y en a un, je participe à tous les boards parce que c'est aussi un peu mon bébé. Je vais probablement investir de l'argent dans la startup. Les deux autres, je les suis d'un peu plus loin, mais je suis là quand ils ont besoin de conseils techniques. Écoutez, merci pour ces retours d'expérience, ces témoignages. Donc, on a pu démontrer qu'il y avait plusieurs façons de faire, qu'on pouvait donc concilier. Je voulais juste Oui, rebondir parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Emmanuel. Et il faut bien prendre conscience qu'une thèse, c'est une aventure humaine et scientifique. Et d'abord, dans la création des startups, il y a des personnes. Donc, je suis tout à fait d'accord parce qu'on accompagne son doctorant. Notre objectif, c'est créer de la connaissance. Mais en même temps, encore plus motivant quand on crée de la connaissance qui a un fin sur la société, un impact sur la société. Et donc, c'est pour ça que c'est important de les accompagner. Merci. Donc voilà, donc j'allais vous passer à tour de rôle la parole pour réagir et ouvrir peut-être le débat aussi avec la salle. Donc merci Maurizio. Chloé, vous aviez un commentaire à faire aussi? Oui, moi quand j'ai déposé mon brevet, j'avais aucune volonté d'entrepreneuriat et je pense que c'est aussi important de pousser les doctorants à juste breveter les bancs ou les techniques expérimentales parce qu'en fait on est tellement poussé à juste rédiger des articles pour pouvoir valider, pour pouvoir soutenir, que des fois on ne se rend même pas compte qu'après on ne peut plus breveter. Et c'est pour ça que que je pense que c'est important, même si on n'a pas de volonté d'entrepreneuriat derrière, de juste déjà commencer par passer par le brevet et que ce soit pas quelque chose qui fasse peur à rédiger parce qu'on est complètement suivi par Science et quand on a notre directeur qui nous suit et qui nous encourage là-dedans, c'est quelque chose qui est formidable. Charlène, vous aviez aussi un petit mot aussi de oui. mon côté, simplement pour dire que vous parliez du fait que vous soutenez vos doctorants et je pense aussi, à contrario, que pour un doctorant, même quand, au démarrage, il n'est pas forcément soutenu par son laboratoire ou ses directeurs de thèse, je pense qu'on ne doit pas pour autant exclure cette hypothèse, on doit chercher à convaincre. Finalement et je me rends compte d'expérience personnelle puisque ça a été au démarrage mon cas et au final l'entrepreneuriat m'a ouvert un champ des possibles où finalement même si c'est énormément de temps et de travail de concilier les deux, j'ai l'impression d'être finalement plus performante aujourd'hui dans mes travaux de recherche parce que je suis stimulée d'une autre manière sur le côté entrepreneurial. Donc je pense que qu'importe le laboratoire, qu'importe le domaine de recherche, dès lors qu'on a un projet, une idée ou quelque chose qu'on veut mettre en avant, il ne faut pas hésiter, y compris si on n'a pas immédiatement le soutien de son laboratoire. D'accord, donc c'est vraiment le tandem gagnant-gagnant, le doctorant et le directeur de thèse pour valoriser. Donc écoutez, merci. On va peut-être prendre quelques questions et puis voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions, des réactions par rapport au témoignage? Et j'espère que tout ce qu'on vient de partager, ça aura peut-être suscité des vocations parmi les doctorants, les étudiants. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser à notre panel? C'était très clair. Avec plaisir. Donc, je ne sais pas s'il y a un micro qui arrive. Ou une observation, un commentaire, je pense que... Bonjour à toutes et à tous. En fait, dans le cadre à l'Université de Lorraine, en fait, on a créé le réseau des alumni docteurs et doctorants. Donc, on a inclus les doctorants dans cette communauté. Et en particulier, dans le cadre de l'entrepreneuriat, vous avez commencé en fait votre intervention par rapport à l'enquête Deep Tech avec PhD Talent. Et en effet, c'est très important, en tous les cas, le partage d'expérience
entre les doctorants et les docteurs ou ceux qui ont en tous les cas créé leur projet d'entreprise. Et donc j'invite, donc on a une sous-communauté, on a créé une sous-communauté de docteurs entrepreneurs, et donc j'invite les doctorants et docteurs qui sont aujourd'hui présents à rejoindre aussi cette communauté afin de partager aussi, de valoriser leurs projets. Donc il y a un espace où déjà on a, tout à l'heure, donc vous avez parlé aussi des licornes, et donc on a l'entreprise Inotrem qui a valorisé son projet de start-up sur le réseau. Donc j'invite tous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat de rejoindre cette sous-communauté afin aussi de valoriser vos projets et en même temps de partager vos expériences. Voilà. Merci pour cette belle publicité. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vous en prie. Oui, bonjour. Vous présentez à chaque fois, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Adrien, je suis aussi doctorant au LEM3 à côté. Alors, vous avez rappelé un truc très important, c'est qu'on pose un brevet pour garder le contrôle sur sa propriété intellectuelle, pour avoir un impact positif sur la société. C'est ça le but. Ma question, c'est quand on est pris ensuite dans l'exercice de l'entrepreneuriat et l'objectif de rentabilité de sa start-up, est-ce qu'on arrive à garder le fil de l'impact positif qu'on voulait avoir, ou est-ce qu'au fur et à mesure on le perd pour juste être rentable? Est-ce que c'est facile de garder cette vocation initiale en fait, d'avoir l'impact positif? Je peux... Oui, allez-y. Puis je pense que tout au long des témoignages de la journée, je pense qu'effectivement, cette question, elle mériterait d'être reposée. Voilà. Mais en tout cas, Maurizio peut peut-être faire un commentaire. C'est une très belle question. En réalité, il faut toujours garder le fil. Si on veut faire grandir son activité, bien sûr qu'il faut passer par certains stades. Et il faut pas garder. On crée de la connaissance, mais pour la transférer, on va créer aussi une valeur ajoutée pour la société. Et il faut créer une proposition de valeur. Et ça passe par justement protéger déjà son invention. Penser peut-être par rentabilité, parce que je pense qu'on est dans un tournant de notre société. Mais la rentabilité, moi je pense, quand je travaille avec mes doctorants, c'est comment je conserve mon équipe et comment je fais grandir. Et ça passe par la rentabilité, bien évidemment, on a tous besoin de vivre. Mais je pense qu'il faut pas dissocier les deux, le mettre en opposition, c'est pas exclusif l'un de l'autre. On peut avoir une activité qui mature, qui se développe, et en même temps avoir un impact positif sur la société. Voilà, c'est mon point de vue. Enfin, on essaiera de voir effectivement du coup, pendant les témoignages qui vont suivre effectivement cette notion d'impact, comment elle est considérée. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour votre... D'autres questions, d'autres... Oui, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, je suis doctorante en sociologie. Moi, j'ai monté ma boîte il y a 1 an. Alors, vous parlez de l'appétence des jeunes chercheurs pour monter leur start-up. Moi, je me demande si c'est pas plutôt une obligation qu'on a, en fait, vu l'absence de postes qu'il y a à la sortie, plus principalement dans les sciences sociales. Question. Donc, est-ce que dans les sciences sociales. Mounir, est-ce que tu as un commentaire en tant que responsable du collège doctoral et le suivi des doctorants? Je pense effectivement que, nous, on ne peut pas dire. Moi, je suis coordinateur du collège des écoles doctorales, donc l'idée, c'est de vous accompagner et de former les docteurs de demain. Il y a eu quand même un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'à l'époque, on pensait que le doctorat, c'était une thèse. Donc, on faisait une thèse et on était docteur. Aujourd'hui, il y a 2 dimensions qui se rajoutent à celle-là. On ne parle plus de thèse, on parle de formation doctorale. Parce que dedans, il y a effectivement la thèse, c'est apprendre pour et par la recherche, mais il y a aussi à côté une acquisition de compétences dans lesquelles on puisse vous donner l'opportunité de maximiser vos chances de faire les métiers que vous voulez. Et on sait aujourd'hui qu'effectivement, les métiers traditionnels académiques ne sont plus une débouchée que pour au maximum 20% des doctorants. L'Université de Lorraine, c'est 1800 doctorants. Et donc l'idée, c'est de vous accompagner pendant la formation doctorale
au-delà du travail de thèse que vous faites avec votre directeur de thèse, et j'en suis un, j'ai des doctorants parmi vous aussi, donc il y a cette partie-là qui est la partie scientifique, la thèse, mais à côté, il y a quand même l'acquisition de compétences qui va vous permettre de préparer votre avenir, mais l'avenir que vous désirez. Parmi vous, il y en a qui veulent absolument être chercheurs et enseignants-chercheurs, donc on a des accompagnements, des formations, etc. Et on a, depuis quelques années, non seulement pris conscience, mais aussi mis les moyens pour que vous puissiez avoir à votre disposition des formations dédiées à construire un peu votre avenir avec des modules spécifiques. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'innovation, c'est la valorisation des travaux, etc. Ce n'est pas nécessairement maîtrisé par votre directeur de thèse. Moi, je suis directeur de thèse, je comprends la valeur ajoutée de valoriser, mais peut-être dans mes travaux, je n'ai pas eu, en 20 ans de carrière, l'intuition ou la nécessité d'aller breveter. Mais par contre, je connais maintenant quelle est l'importance, et donc c'est à vous qu'on offre cette possibilité-là. Pareil, si vous voulez aller vers l'entrepreneuriat, il y a de l'accompagnement, de l'initiation à l'esprit de l'entrepreneuriat. On crée des choses comme récemment, on va introduire des choses pour les doctorants avec l'incubateur Lorrain et le PIL, on appelle Global Incubation, c'est-à-dire essayer pour ceux qui désirent parmi vous de détecter est-ce que vos travaux de recherche peuvent être valorisés, mais carrément jusqu'à la création d'entreprises. Donc il y a tout un accompagnement, y compris individuel, pour que pendant les 3 années ou 4 de votre thèse, vous fassiez ça. Donc on peut considérer, si je reviens vers votre question, que c'est une nécessité parce que les anciennes débouchés classiques ne sont plus aujourd'hui capables de, disons, satisfaire vos aspirations et même vous donner la possibilité de travailler. Et donc, voilà, pour une partie des gens, c'est peut-être ce chemin-là. Donc sans pour autant que ce soit effectivement un choix par défaut, quoi. Enfin, c'est difficile d'imaginer d'entreprendre par défaut. Oui. Là, je peux rebondir. Oui, bien sûr. Oui. Je voulais venir sur votre question aussi parce qu'on a parlé tout à l'heure des licornes. Et puis, être un licorne, ce n'est pas un objectif en soi. Créer une entreprise qui a 2-3 salariés, qui vit bien sa vie et qui rendent les gens heureux qui travaillent dans la société, c'est aussi un effort en soi. Et dans nos laboratoires, depuis 2014, on a créé 4 startups. Ils sont tous des 2-3 salariés. Et moi, c'est une de mes fiertés, combien de postes on a créés et des gens qui travaillent, qui sont heureux avec ce qu'ils font. Donc, je pense que ça fait partie aussi des objectifs. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, toujours sur la même question. Dans le domaine des sciences du numérique, on a bien le choix. À INRIA Nancy, on recrute 5 ou 6 chercheurs par an, autant dans les 8 autres centres INRIA. Donc ceux qui veulent entreprendre, c'est vraiment parce qu'ils veulent faire ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? J'avais peut-être pour rebondir, et ça c'est quelque chose qu'on a du mal à communiquer ou à faire appréhender par les doctorants de l'Université de Lorraine. Quand on parle d'entrepreneuriat, de création, etc., la plupart pensent que c'est fait pour ceux qui sont dans les sciences dures exactes, les informaticiens, les physiciens, les chimistes. Mais en sociologie, en toutes sciences humaines et sociales confondues, droit, économie, gestion, il y a moyen effectivement de faire la même chose. Donc c'est pas uniquement les sciences dures. Ça, c'est une fausse idée quand les doctorants, et des fois ils sont là en disant ah mais moi je fais de la communication, c'est pas possible d'aller vers ça. Donc on les encourage à voir, à discuter, regarder ce qui se fait autour et de s'approprier aussi les dispositifs qui sont là. Bon, s'il n'y a pas d'autres... Dernière question? S'il n'y a pas d'autres questions, encore merci. S'il y a des réactions encore, donc en tout cas, encore merci à nos intervenants. On espère que vous avoir donné envie. En tout cas, on est rassurés. On a des directeurs de thèse très, très promoteurs de la valorisation à l'Université de Lorraine et donc sur notre site. Donc c'est une chance probablement pour nos doctorants que d'être soutenus dans leur démarche et dans leur souhait de vouloir valoriser leurs travaux de recherche. Donc il y a un certain nombre d'acteurs, et on va le voir tout au long de la journée, qui sont là aussi pour accompagner.
Donc, et puis des expériences différentes. Je voulais juste, si tu me permets, Oui, faire un petit page publicité. Il y a un doctorant ici, comme vous êtes entré doctorant, et Fan Kai Sui, qui est un doctorant de laboratoire, encadré avec le LEM3, et qui a commencé son aventure entrepreneuriale avec FlexiPrint, et qui est incubé à l'incubateur Lorrain. Il est là, Fan Kai, qui a eu le prix de l'incubateur cette année. Donc, n'hésite pas à discuter avec lui sur son aventure, sur ses motivations, et parce que profiter de la journée pour discuter avec. Ouais, en tout cas, c'est le but de cette journée, en effet. Encore merci à nos intervenants, merci de vous être rendus disponibles, et merci pour vos témoignages, retours d'expérience. Puis bonne chance à Instalnid, et puis à Chloé pour la poursuite de sa thèse et ses travaux de recherche. Merci à tous.